Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni les conseils financiers, ni les conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast. En français, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux documents vraiment centraux en droit des sociétés luxembourgeois. Le Share Purchase Agreement, le SPA, et le Shareholders Agreement, le SHA. Oui, la convention d'achat d'actions et le pacte d'actionnaires. Exactement. Ils concernent tous les deux les actions, mais attention, leur fonction est radicalement différente. On va essayer de clarifier ça. Tout à fait. Et pour bien commencer, peut-être retenir 3 points essentiels. Le premier, c'est cette distinction clé. Le SPA, c'est transactionnel, une vente, un moment T. OK. Le SHA, lui, c'est relationnel. Ça organise la vie commune des actionnaires, la durée. La relation, d'accord. Deuxième point, on parle de contrat, donc de liberté contractuelle, mais attention, elle est encadrée. Il y a les règles impératives de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et aussi le code civil. On ne fait pas n'importe quoi. Logique. Et enfin, troisième point, et pas des moindres pour le SHA, la confidentialité. Le pacte, il n'est pas publié. Contrairement au statut qu'on trouve au LBR, le Luxembourg Business Registers, est publié au RESA. Ah oui, ça c'est un avantage certain. Bon, commençons par le SPA alors. L'instrument de la transaction, l'acte de vente en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est le contrat entre celui qui vend et celui qui achète, pour formaliser le transfert des actions et bien sûr le prix. L'objectif, c'est vraiment d'exécuter cette transaction unique. Et sa base légale, c'est simple, hein. Ça repose sur les grands principes du Code civil. Accord sur la chose, ici les actions, et sur le prix. Après, dans les clauses, on trouve l'identification des parties, des actions, le prix. Et justement, le prix, il est toujours fixe. Pas toujours, non. Il peut l'être, mais on voit souvent des mécanismes plus sophistiqués. Le locked box, par exemple, où le prix est fixé à une date antérieure, avec des ajustements. Ou alors l'earn-out. L'earn-out. Oui, une partie du prix va dépendre des performances futures de la société. Ça motive le vendeur à assurer une bonne transition, par exemple. Et puis, il y a les conditions préalables, les conditions precedent. Ah oui, les étapes à valider avant de finaliser le deal, comme une autorisation. Exactement, une approbation réglementaire, par exemple. Sans ça, pas de closing, pas de finalisation de la vente. Le SPA vit le temps de la transaction, globalement. Sauf pour certains aspects, comme les garanties. Justement, parlons des risques. Comment l'acheteur se protège contre les mauvaises surprises après l'achat? C'est là qu'interviennent les déclarations et garanties, les fameuses Representations and Warranties, RNW. En gros, le vendeur affirme un certain nombre de choses sur la société, sur ses comptes, sur l'absence de litige caché. Et si c'est faux? Eh bien, l'acheteur a une base pour réclamer une indemnisation. Pour des risques très spécifiques, déjà identifiés pendant les audits, on peut aussi prévoir des indemnités spécifiques. Là, c'est une compensation euro pour euro. J'imagine que le vendeur, lui, cherche à limiter sa responsabilité sur ses garanties. Ah oui, bien sûr, ça se négocie ferme. On voit des plafonds financiers, souvent de l'ordre de 20-30% du prix d'achat pour les garanties générales. Des limites de temps aussi, 18-24 mois, c'est assez classique. Et des seuils. Oui, des seuils. Un seuil minimal par réclamation, le de minimis, pour éviter les petites réclamations sans arrêt, et un seuil global, le panier ou basket, qu'il faut atteindre avant de pouvoir réclamer quoi que ce soit. Sans oublier la lettre de divulgation. La disclosure letter. C'est ça. Le vendeur y liste tout ce qui pourrait être une exception aux garanties qu'il a données. C'est crucial pour lui. Ok, très clair pour le SPA. Donc la vente est faite. L'acheteur est maintenant actionnaire, peut-être avec d'autres. Comment on gère la vie ensemble? C'est là que le SHA devient important. Tout à fait. Le SPA, c'était la transaction. Le SHA, c'est la relation. C'est un contrat privé entre les actionnaires ou certains d'entre eux pour organiser comment ils vont fonctionner ensemble. Ça complète les statuts et la loi. Pour fixer les règles du jeu entre eux, en quelque sorte. Exactement. Mettre en place une gouvernance qui fonctionne, prévenir les conflits, mais attention, comme on disait, il ne peut pas aller contre les règles impératives de la loi de 1915, ni contre les statuts. S'il y a conflit, ce sont les statuts qui priment. Et son grand avantage, on l'a dit, c'est qu'il reste confidentiel. Oui, ça permet de régler des choses sensibles de manière discrète, ce qu'on ne mettrait pas forcément dans les statuts publics. Et typiquement, qu'est-ce qu'on trouve dans un SHA? J'imagine des règles sur le pouvoir, le contrôle. Oui, beaucoup de choses sur la gouvernance. Par exemple, qui a le droit de nommer des administrateurs? Les matières réservées aussi, c'est très important. Les matières réservées?
Un droit de veto? C'est un peu ça, oui. Certaines décisions clés, une grosse acquisition, un changement d'activité, nécessitent l'accord d'actionnaires spécifiques, même minoritaires. On prévoit aussi des mécanismes pour résoudre les blocages, les deadlocks. Et pour les transferts d'actions, pour éviter qu'un actionnaire ne parte trop vite ou ne vende à n'importe qui? Absolument. On trouve souvent des périodes d'incessibilité, les lock-up periods, des droits de préemption qui donnent la priorité aux actionnaires existants si quelqu'un veut vendre ses parts. Et des clauses d'agrément? Pour valider un nouvel entrant? Oui. Même si pour les SARL, la loi est assez précise là-dessus avec l'article 710-12 qui a d'ailleurs été clarifié récemment. Mais on peut renforcer ça dans le chat. Et puis il y a les clauses de sortie groupée. Ah oui, le tag along et le drag along. C'est ça, le tag along, droit de suite. Si un majoritaire vend, les minoritaires peuvent vendre avec lui aux mêmes conditions. Protection importante. Et le drag along? Le droit d'entraînement. Si une majorité qualifiée décide de vendre, elle peut forcer les minoritaires à vendre aussi. Ça facilite la vente de 100% de la société, ce que les acheteurs préfèrent souvent. Très utile. Et les aspects financiers, on en parle dans le chat? Dividendes, financement? Oui, bien sûr. On peut définir une politique de distribution de dividendes, prévoir des protections anti-dilution pour les investisseurs en cas d'augmentation de capital, voire des obligations pour les actionnaires de remettre de l'argent si besoin. Ce cadre contractuel, il vit dans un monde légal qui évolue. Vous mentionniez une clarification récente pour les SARL? Oui, la loi du 7 août 2023, elle a précisé, entre autres, les modalités d'agrément et de rachat forcé des parts de SARL en cas de cession à un tiers non associé, c'est l'article 710-12. Et pour les SA, elle a clarifié comment calculer les majorités si des droits de vote sont suspendus. Article 450-1, ça amène plus de sécurité juridique. Et pour l'avenir, il y a des choses à surveiller, des projets de loi? Alors, oui, il y a surtout le projet de loi 8296 sur le contrôle des concentrations au niveau national. Ce serait une nouveauté au Luxembourg, un contrôle ex-ante, avant la réalisation de certaines opérations de M&A, Ah oui, ok. et ça avance. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. Le Conseil d'État a émis une opposition formelle. Il demande une réécriture complète du texte, donc le calendrier est très incertain. Mais si ça passe, ça ajouterait une étape, potentiellement des délais aux transactions. Exactement. Et sans doute une nouvelle condition préalable standard dans les SPA pour les opérations concernées. Il faut aussi noter la transposition de la directive mobilité de l'UA qui va moderniser les règles sur les fusions, scissions transfrontalières. Ça bouge. C'est clair, l'environnement évolue. Bon, si on devait résumer en quelques mots pour que ce soit bien clair, Liberté contractuelle, oui, mais toujours limitée par les règles impératives de la loi. On n'est pas hors sol. encadré. Et 3, la confidentialité, c'est vraiment le point fort du SHA par rapport au statut public. Parfait. Et peut-être une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Au-delà de la technique juridique de ces contrats, quelle est peut-être la compétence la plus importante quand on négocie un SPA ou un SHA? Est-ce que ce ne serait pas d'anticiper les problèmes de demain? Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et de vous abonner, le Luxembourg Funcast en version française.